Nous sommes le 16 septembre 1989 au mouillage sur l'île de Saint-Martin. Ça fait une semaine que Jacques prépare son Oceanis 390 à affronter l'ouragan Hugo qui se dirige droit sur l'île. C'est l'aventure qu'il a vécue que je vais vous conter aujourd'hui. Dès le vendredi matin, les habitants de l'île ont recouvert portes et fenêtres de grands panneaux de contreplaqué. Jacques, pour sa part, a mouillé son Oceanis à l'abri dans le lagon qui se trouve au sud-ouest de Marigot. Bien qu'encore exposé au vent, il y sera à l'abri de la mer. Il profite des dernières heures avant l'arrivée de l'ouragan pour renforcer son mouillage. 2 ancres de 16 kg chacune sont mouillées l'une derrière l'autre. Elles sont prolongées de 50 mètres de chaîne et de 60 mètres de câbleau. À ceci, il ajoute un deuxième mouillage avec une ancre de 18 kg, 50 mètres de chaîne et à nouveau 60 mètres de câbleau. Une quatrième ancre est gardée en secours. Elle fait 12 kg, 8 mètres de chaîne et 50 mètres de câbleau. Dans la nuit, des rafales à 30 nœuds lui permettent de vérifier la bonne tenue de ses mouillages. Vers 8 heures, alors qu'il se prépare une thermos de café, l'approche de Hugo se fait sentir. Le temps de monter sur le pont, le vent se déchaîne. Il donne 20 mètres de câbleau sur le mouillage pour stabiliser le voilier qui a des difficultés à rester dans l'axe du vent. Bientôt, sur le plan d'eau, le vent forcit encore et les bateaux dérapent les uns après les autres. Des annexes amarrées à l'arrière des bateaux se retournent. Vers 10 heures, Jacques décide de rallonger encore ses mouillages. Il largue 20 mètres de câbleau supplémentaires. Il ne lui reste désormais plus que 10 mètres pour jouer sur l'usure des cordages dans les chaumards. Toute la matinée, Jacques reste dans le cockpit, emmitouflé dans un blouson de ski qu'il a enfilé sous son ciré pour combattre le froid. Sous les grains puissants, les vagues du lagon atteignent maintenant 2 mètres. Jacques, de l'eau plein les yeux, surveille les bateaux à la dérive et la bonne tenue de ses ancres. Depuis qu'il est à son poste d'observation, il n'a eu ni le temps de boire, ni de manger, ni même de s'occuper de son chien qui s'est réfugié, apeuré, au fond du bateau. Vers 13 heures, dans un vent soutenu et des rafales à plus de 50 nœuds, un gros navire à moteur vient mouiller à une vingtaine de mètres devant l'Oceanis. Jacques est très inquiet, voire même angoissé, car il observe le bateau qui n'a pas coupé ses moteurs et louvoie d'un bord sur l'autre, mouillant toutes les 2 heures à nouveau son ancre. Le vent grimpe encore avec des rafales à 70 nœuds, mais le mouillage tient bon. Toutes les heures, Jacques surveille l'état de ses câbleaux qui, protégés par des tuyaux plastiques, ne présentent heureusement aucune trace d'usure. Fatigué, il regarde le nombre croissant de bateaux qui viennent s'échouer et se fracasser sur les rochers. Abattu, il prie pour que Hugo quitte Saint-Martin et trouve un autre coin pour s'étouffer. Mais avec la nuit, le vent est toujours présent et souffle désormais à près de 90 nœuds. Le gros yacht qui continue à louvoyer sous moteur passe très près de l'étrave de l'Oceanis. Une fois à bâbord, une fois à tribord. Et ce qui devait arriver arriva. Avec son hélice, il coupa net le mouillage de Jacques qui part aussitôt à la dérive. Immédiatement, Jacques embraye le moteur pour éviter de se retrouver poussé à la côte. Mais au bout de quelques minutes, le moteur cale. Aussitôt relancé, Jacques embraye et le moteur cale à nouveau. Pas de doute, il y a un cordage dans l'hélice. Et avec ce temps, il ne faut pas penser pouvoir aller le dégager. Jacques se précipite sur la radio et essaie de contacter le yacht qui lui a coupé le mouillage pour qu'il vienne le secourir. Mais il ne reçoit aucune réponse. Pourtant, il aperçoit derrière les hublots des visages qui semblent regarder. Le voilier paraît maintenant ralentir dans sa dérive. Le petit mouillage de fortune que Jacques a mouillé précipitamment semble commencer à crocher. Mais il a des doutes, car les ancres n'auront certainement pas le temps de creuser leur souille, ce qui risque de compromettre leur tenue. Vers minuit, nouveau dérapage. L'Oceanis vient heurter l'étrave d'un petit voilier. Son skipper, aussitôt sur le pont, vient voir Jacques et plutôt que de se plaindre, lui demande s'il est seul à bord, car il craint pour la vie de sa femme et de son fils. Et il demande s'il peut les embarquer, car son bateau est en train de se disloquer. Inquiet pour eux, il pense qu'ils seront plus en sécurité à bord de l'Oceanis. Jacques, éberlué, lui rappelle que son bateau est à la dérive et qu'il serait certainement plus en sécurité sur le sien qui, lui, est toujours ancré.
Mais il ne veut rien entendre et fait passer la jeune femme en pleurs et son fils, qui ne doit pas avoir plus de 4 ans, à bord de l'Océanis. Après les avoir installés dans le carré, Jacques remonte sur le pont. Et quelle n'est pas sa stupeur d'entendre le skipper du petit voilier lui dire qu'il va essayer de lui donner son mouillage. Mais malgré tous leurs efforts, le câbleau sous tension est toujours bloqué dans le taquet et il leur est impossible de le dégager. Et pendant ce temps, les coques des bateaux s'entrechoquent dangereusement, risquant à tout moment de percer une de ces coques, ce qui entraînerait un naufrage inévitablement. C'est alors que le skipper du bateau, désormais vide, sans un mot, sort son couteau, se penche sur le balcon arrière et tranche le mouillage. Il regarde en pleurant son bateau s'éloigner. Ils se retrouvent tous les 4 dans le carré. Le vent semble faiblir. Il souffle maintenant entre 20 et 30 nœuds. Les visages se décrispent. Serait-ce la fin de l'ouragan? Mais c'est une fausse joie, car après 40 minutes de calme, Hugo revient avec des rafales à plus de 50 nœuds. Le père de l'enfant jure en espagnol pendant que sa femme pleure de plus belle. Jacques se dit que la vie est bien dure parfois. La fatigue et le découragement le gagnent. Cela fait déjà 17 heures de combat sans pouvoir agir, seulement subir. À nouveau, le bateau dérape, ce qui n'est pas surprenant, sachant que l'Océanis a perdu ses 2 ancres principales et qu'il ne lui reste plus qu'un mouillage et la petite ancre secondaire, ce qui est bien insuffisant pour stopper la dérive du bateau. Voyant la côte rocheuse approcher, Jacques prend la décision de couper ce dernier lien et espère prendre suffisamment de vitesse pour retrouver la direction et pouvoir aller s'échouer sur le sable au fond du lagon, en évitant les rochers et les bateaux qui ne sont pas encore à la côte. Cela semble marcher. Il réussit à éviter quelques bateaux et à faire cap sur la plage, mais en passant devant un voilier en bois, il ressent un choc dans la barre. Le safran s'est pris dans son mouillage. Rapidement, l'Océanis se retrouve coincé dans le bout dehors du voilier et les coques commencent à s'entrechoquer. La seule réaction du skipper du bateau est de sortir pour demander si Jacques est bien assuré. Et il re-rentre aussitôt dans son bateau. Dans les rafales, le voilier en bois se cabre comme un cheval. Son pont se soulève et retombe avec force. Jacques s'imagine déjà au fond du lagon, éventré par l'étrave menaçante de celui-ci. Fort heureusement, au bout de 2 heures, les chocs se font moins violents. Le vent baisse. Hugo semble quitter Saint-Martin. Enfin, le safran se décroche. L'Océanis glisse doucement le long du voilier. Jacques a juste le temps de fixer une amarre sur celui-ci et l'Océanis vient se ranger doucement derrière le voilier. Hugo continue à faiblir. Les rafales ne dépassent plus désormais les 40 nœuds. Avant de rentrer dans le carré pour se réchauffer, Jacques jette un œil sur l'amarre qui le retient au bateau. Si elle lâche, il aura combattu pour rien. À l'intérieur, tout est trempé, le plancher flotte. L'eau est rentrée par le capot de descente resté entrouverte et par les bouches de ventilation du compartiment moteur. Et comme par hasard, les pompes de cale ne fonctionnent plus. Il va falloir, pour vider le bateau, utiliser les seaux. Le jour se lève enfin. Tout autour du bateau, c'est la vision cauchemardesque d'un cimetière de bateaux. Mais il semble que l'ouragan soit définitivement parti. Jacques rejoint la famille qui l'a recueilli à son bord. Ensemble, ils arrosent la fin du cyclone. Puis, épuisé, il se roule dans une couverture au fond de sa couchette et goûte enfin à un repos mérité après ses 24 heures de folie. Vers 8h30, il est tiré de son sommeil par la radio VHF. Car si celles-ci n'ont pas grésillé durant l'ouragan, elles se réveillent toutes en même temps. Les rescapés s'interpellant pour se donner des nouvelles et se faire part de leur mésaventure. Avec l'accalmie, les pilleurs sont déjà en action sur les bateaux échoués sur le rivage. L'accastillage est démonté, les réservoirs de carburant sont siphonnés. Il faut donc veiller encore, montrer sa présence pour éviter d'être abordé par ces pirates qui sont à la recherche de bateaux abandonnés. Après avoir passé l'après-midi à ranger et à sécher le bateau, la nuit venue, Jacques se glisse dans son duvet en espérant pouvoir dormir un peu. Mais son Océanis endommagé attire les vautours. Et vers 3 heures du matin, Roxa, sa petite chienne, se met à grogner. Réveillé en sursaut, Jacques ouvre le capot de descente et tombe nez à nez avec 2 hommes, qui, en le voyant, sautent dans leur canot, démarrent leur moteur et disparaissent dans la nuit. Le lendemain, il apprendra que plusieurs bateaux ont été visités. Mais pour Jacques, son calvaire est terminé. Et après quelques réparations sur son Océanis, il reprendra son voyage. Voilà les amis, cette histoire est terminée. Nous allons maintenant en faire le bilan.
L'ouragan Hugo est un des plus violents ouragans jamais enregistrés par la météorologie nationale sur les Antilles depuis le début des relevés. Il faut savoir que c'était un ouragan de catégorie 5, c'est-à-dire le plus fort, et que ses vents atteignaient jusqu'à 260 km/h au plus fort, tout près de son centre. Là, l'ouragan est passé à peu près à 130 km au sud de Saint-Martin, ce qui fait que Jacques n'a pas subi le vent le plus fort. Jacques a quand même subi des vents à 160 km/h en constant, avec des rafales à plus de 200 km/h. Sur le plan d'eau sur lequel il était, ça a levé des vagues tout de même très conséquentes. Alors il faut savoir que les cyclones sont annoncés 72 heures avant leur arrivée à peu près, ce qui nous permet de pouvoir soit s'éloigner de celui-ci en prenant la mer et en allant dans une zone où il y a de fortes probabilités qu'il n'aille pas, ou alors de bien se préparer en ayant rejoint un trou à cyclone. Jacques, lui, a fait le choix d'aller mouiller dans Sansom Bay, qui est juste à côté de Marigot. C'est un lagon fermé. Ce n'est pas un trou à cyclone, mais bon, ici la mer ne pouvait pas monter aussi fort, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la houle, il y avait juste les vagues du vent. La profondeur aussi était intéressante pour lui, car ce sont des fonds relativement modérés, c'est-à-dire qu'on est autour de 2,50 m, 3 m, ce qui permet d'avoir une bonne accroche de l'ancre, surtout c'est sur des fonds de sable. Alors Jacques disposait de 4 mouillages à bord. Il a décidé de prendre ces 2 grosses ancres et de les mouiller en les empanelant. Alors empaneler, c'est mettre une première ancre au fond, garder la profondeur à peu près un petit peu plus que la profondeur. Là, il avait à peu près 2,50 m, 3 m, donc il a mis ses 3-4 mètres de chaîne entre les deux, ce qui lui permettait de mouiller la première, allonger, mouiller la deuxième, et comme ça, de remettre tout son mouillage, un maximum de longueur pour avoir une très bonne tenue. Et à l'époque, faut se rappeler que c'était en 89, c'était un bon moyen de mouiller, puisque on n'avait pas encore vraiment des encres performantes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, car on a des encres comme la Spad, la Rocna et bien d'autres qui sont de très bonne tenue. Et là, peut-être que ça se justifie un peu moins d'empaneler. Alors le fait que Jacques ait mouillé une deuxième ancre, là me laisse un peu plus perplexe, parce que comment il l'a-t-il mouillé? J'ai pas trouvé vraiment de renseignements là-dessus. Alors est-ce qu'il l'a affourché? Affourché, c'est-à-dire qu'on met on mouille 2 mouillages à peu près à 30 degrés, 30-40 degrés l'un de l'autre, mais la tenue dans ces cas-là est nettement moins bonne, puisque en fait le vent, vous allez tirer une fois sur l'une, une fois sur l'autre, ça va donner des à-coups dans les mouillages, et ça c'est pas terrible pour la tenue, sans compter qu'on est dans un ouragan, donc on va avoir des vents qui vont changer, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté, et dès que vous serez passé de l'autre côté de l'œil, ils vont tourner de pratiquement 180 degrés, et là vous risquez d'emmêler vos mouillages. Alors, autre possibilité, c'est qu'il est mouillé en barbe. Alors, mouillé en barbe, c'est mouiller sa première ancre, reculer d'une dizaine de mètres, mouiller une deuxième pratiquement sur la même ligne, et laisser culer le bateau encore pour que les 2 ancres travaillent comme ça. Bon, c'est pas quelque chose de très courant, c'est pas non plus quelque chose de très efficace. Bon, j'ai des doutes là-dessus. Ou alors a-t-il mouillé en plomb de sonde, c'est-à-dire qu'on met son mouillage normal, et ensuite pratiquement au même niveau, on met l'encre et le tas de chaîne à côté. Et si les premières encres dérapent, on compte sur le fait que le deuxième ancre s'aligne et puisse crocher le bateau. Bon, ça, je n'ai rien trouvé là-dessus qui pouvait nous renseigner, mais ça reste une possibilité. Mais dans tous ces cas-là, le risque d'emmêler les mouillages était vraiment présent. Alors, autre point à soulever dans cette histoire, c'est comme très souvent, le danger vient du fait que, évidemment, quand il y a un gros coup de vent comme ça, un cyclone, les bateaux vont tous se regrouper au même endroit pour bénéficier au maximum de la protection, mais cette accumulation de bateaux à un seul endroit va entraîner le danger que si un des mouillages dérape, il risque de taper dans les autres bateaux, ce qui s'est produit, et là ça peut faire des accidents en chaîne, les uns après les autres, s'entraîner vers la côte. Le danger également, c'est que comme dans notre histoire, si des bateaux fonctionnent avec les moteurs en route qui s'approchent un peu trop près de votre mouillage,
ça peut couper votre ligne de mouillage, ce qui s'est produit. Très certainement, si le bateau à moteur n'était pas passé devant ses hélices en rotation, il n'aurait certainement pas coupé ce mouillage, et le mouillage aurait tenu tout le temps du cyclone, hein, puisqu'il était quand même très bien croché, et à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Toujours prévoir également, si c'est le cas, c'est toujours des gros pare-battages, des choses pour pouvoir protéger vos coques. Évitez d'y mettre les pieds et les mains, car là, vous pourriez rajouter un accident, car une fois blessé, là, ça peut avoir beaucoup de conséquences. On voit encore une fois que le fait d'avoir des débris comme ça entre deux eaux ou qui flottent juste à côté du bateau, ce qui est souvent le cas dans ces ouragans ou dans les forts coups de vent, fait d'avoir un coupe-orin sur l'arbre d'hélice est vraiment très important. Ça peut vous sortir d'un mauvais pas. Dans son cas, il n'en avait pas, ce qui fait que le moteur bloqué, son mouillage qui dérivait, il a pris la décision qui peut paraître surprenante, c'est de tout lâcher pour essayer de s'échouer à un endroit choisi, mais c'était pas forcément bête, puisque faut mieux s'échouer sur du sable que d'aller s'échouer sur les rochers, et là la perte du bateau était pratiquement certaine. Donc c'est pour ça qu'il a préféré lâcher son mouillage, se servir du vent de la dérive et du coup retrouver de la direction à la barre et essayer de se slalomer entre tous les bateaux pour s'échouer à un endroit le moins critique, où il risquait le moins d'abîmer son bateau. Alors, et pour finir, on voit qu'il y a le meilleur et le pire dans ces situations très difficiles, que ce soit un ouragan ou une autre catastrophe. On a des gens qui sont prêts à tout, comme dans notre histoire, pour sauver leur famille, même à abandonner leur bateau, à le laisser périr. D'autres gens qui ne pensent finalement qu'à l'argent et aux assurances, des pilleurs qui viennent profiter du malheur des autres, mais comme dans tous ces cas-là, il y a aussi les gens qui sont prêts à aider les autres et qui vont ressortir le meilleur d'eux-mêmes, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on cultive tous, garder cet esprit marin, cet esprit d'entraide, et que ces moments difficiles seront l'occasion pour tous d'amener ce qu'on a de meilleur. Je vous souhaite à tous de bonne navigation. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, ça fera monter l'algorithme, également un petit message et un petit pouce bleu, ça sera super. Je vous dis à très bientôt, bon vent.